Donc, Lumière d'Italie, conférence numéro 1, la renaissance de la politique. Alors, dans cette conférence, je voudrais présenter globalement le cycle de cette conférence, dont celle-ci est la première. Ensuite, nous aborderons le premier penseur qui me semble important pour comprendre ce qui va advenir notamment de la philosophie politique italienne, qui est Thomas d'Aquin. Et ensuite, je parlerai de Dante, en situant tout ça dans le contexte historique de l'époque, la lutte contre la papauté et la naissance de la langue italienne. Voilà. Alors tout d'abord, la présentation générale du cycle. Présentation générale du cycle, quand on pense aux Lumières, puisque ce cycle s'intitule Lumière d'Italie, on pense à la France. Nous pensons être non seulement la patrie des droits de l'homme, mais aussi le pays des Lumières, ce qui est arrivé en France, toutes ces révolutions qui scandent notre histoire pendant 2 siècles, eh bien, c'est connu, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Mais évidemment, c'est pas vrai. Nous n'avons pas le monopole des Lumières, ce n'est pas une appellation d'origine contrôlée. Parfois, nous avons appris à l'école que les Lumières étaient un mouvement européen. En classe de philosophie, un professeur ne peut éviter de faire étudier l'opuscule de Kant, qu'est-ce que les Lumières ? Opuscule d'ailleurs aussi bref que difficile à comprendre. Il y aurait donc des Lumières allemandes. Voilà. Et puis, au détour d'un livre d'histoire de la philosophie ou d'histoire de l'économie, on apprend qu'il y a eu aussi des Lumières écossaises. Lumières écossaises, à la fois chez un économiste comme Adam Smith ou chez un philosophe comme David Hume. Et puis, de fil en aiguille, nous apprenons aussi qu'il y a des Lumières anglaises. Par exemple, on peut faire remonter les Lumières anglaises à Hobbes, Toland, Locke. Et puis, voilà que les Hollandais aussi vont revendiquer les Lumières. Et puisque les Lumières hollandaises commencent peut-être avant les nôtres. C'est même un juif portugais établi à Amsterdam, un nommé Bento Spinoza, qui est à bien des égards le grand philosophe des Lumières. Bon, mais l'honneur patriotique est soft, ce Spinoza a d'abord exposé à sa sauce, il faut bien le dire, la philosophie de Descartes. Descartes, un Français qui vécut lui aussi une bonne partie de sa vie dans les Provinces-Unies. Bref, les Lumières, c'est une affaire européenne, ou au moins d'Europe occidentale, mais qui aura très vite d'ailleurs ses prolongements en Europe de l'Est. Mais c'est aussi quelque chose de bien plus que le siècle des Lumières. Si on veut à tout prix périodiser, on va dire qu'il y a au moins 2 siècles des Lumières, le XVIIe et le XVIIIe. Car si on se contente du XVIIe, quelle floraison de génie, quelle floraison de génie. Ça commence par Galilée, pour arriver à Newton, en passant par Kepler, Huygens, Gassendi, et par Descartes, pour arriver à Leibniz, en passant par Spinoza. Et je ne reprends pas la longue liste des philosophes majeurs du grand siècle, Hobbes et Pascal, Locke et Arnauld, etc. Et que serait Voltaire sans Locke et Newton ? Newton que lui a traduit et expliqué sa maîtresse, Madame du Châtelet. Et pour en arriver là, il a fallu un grand mouvement que nous appelons Renaissance, et qui commence bien avant le siècle des Lumières. Bien avant le siècle des Lumières. Ce mouvement de Renaissance, il commence en gros en Italie au XIVe siècle, avec 2 écrivains majeurs, qui sont Dante et Pétrarque, et avec la multitude de philosophes politiques et des érudits qui se jettent avec avidité sur les œuvres de l'Antiquité et qui traduisent Aristote, Platon, leur donnent des éditions dans lesquelles nous avons des éditions qui sont celles que nous connaissons encore. Alors voilà. Hobbes et Spinoza existeraient-ils sans un certain Messer Niccolò Machiavelli ? Et Galilée aurait-il pu accomplir son œuvre gigantesque sans Giordano Bruno, ce moine de Nola brûlé à Rome en 1600
Et que seraient Giordano Bruno et Galilée sans ce moine polonais nommé Nicolas Copernic, qui lui-même a sûrement trouvé matière à pencher chez un cardinal allemand nommé Nicolas de Cuse. Bref, du point de vue historique, les Lumières prolongent très loin en amont et trouveront aussi évidemment un héritage bien après. Alors, les classements et les périodisations auxquels nous sommes accoutumés nous ont souvent aveuglés. Plus personne ne croit à la fable d'une longue nuit du Moyen-Âge, suivie de l'aube de la Renaissance et enfin de l'entrée dans l'âge des Lumières. Pour comprendre notre histoire intellectuelle, celle qui a produit, pour le meilleur et pour le pire, les grandes nations européennes et finalement le monde contemporain, il faut saisir le mouvement dans son ensemble et penser sur des temps suffisamment longs. Ce que je me propose de faire, c'est donc de partir d'un des foyers de cette histoire, d'un foyer que j'aime tout particulièrement, et de montrer quelles lumières nous sont venues d'Italie depuis 7 ou 8 siècles. Nous savons bien ce que nous devons aux Romains, nous qui sommes les descendants des Gallo-Romains, matinés de toutes sortes d'autres peuples qui se sont agglomérés sur ce vieux fond. Mais quid des Italiens? Les pâtes que Marco Polo a ramenées de Chine, la fourchette, dont l'usage a été introduit à la cour de France par François Ier, en même temps qu'il a ramené Leonardo et une bonne partie de la cuisine italienne, qui d'ailleurs est devenue ensuite la cuisine française, notre excellence particulière. Tout écolier français connaît Galilée. Mais je ne certifierai pas qu'il y en a 1 sur 5 qui sache ce que nous lui devons. La Terre est ronde, disent en chœur, ou presque tous les futurs bacheliers. Mais non, cela Aristote le savait déjà. Beaucoup croient aussi que Galilée a été brûlé par l'Inquisition, alors que sa condamnation sévère lui a quand même permis de travailler encore 10 ans après et de produire quelques-unes des grandes avancées de cette toute nouvelle science physique qu'il a véritablement fondée. En vérité, cette nation italienne, qui est notre cousine la plus proche, eh bien nous n'en savons finalement que peu de choses. Nous n'en savons que peu de choses. Alors, l'Italie, c'est la première destination touristique des Français, certes, hein, mais l'italien dans notre système d'enseignement est à peu près au niveau d'une langue exotique. J'ai souvent commencé mon cours de philosophie en classe préparatoire par un chapitre intitulé « Ce que nous devons aux Grecs ». Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de montrer ce que nous devons aux Italiens. Alors, il faut choisir un point de départ. Eh bien, je vais partir du renouveau politique du XIIIe siècle. Tant est-il que l'Italie fut souvent le laboratoire politique de l'Europe, en général, et de la France en particulier. J'aurais pu repartir aussi du renouveau du droit, et là, il faudrait reculer à la fin du XIe siècle, quand l'école des glossateurs reprend l'étude du gigantesque corpus du droit romain avec l'université de Bologne. Et ce renouveau du droit, qu'on doit à ces glossateurs, va irriguer toute l'Europe continentale et en particulier le Saint-Empire romain germanique, d'abord, mais aussi la France, et il va donner de brillantes écoles de droit, notamment en France, dans la lignée des Italiens. Alors je partirai du renouveau politique, moi. C'est un peu arbitraire, sans doute, mais bon, il faut bien se donner des limites. Et ce renouveau, je le fais commencer à Thomas d'Aquin. J'expliquerai pourquoi plus loin. À partir de là, j'aborderai les communes italiennes, les penseurs qui ont marqué cette histoire, et qui ont sans doute encore beaucoup de choses à nous dire. Je parlerai de l'humanisme dans ses diverses dimensions, à la fois l'humanisme politique, l'humanisme civique et l'humanisme philosophique. Et je terminerai par Machiavel, Bruno et Galilée. Et puis alors, plus tard, si Dieu ou la nature nous prête vie, eh bien, je compte faire une deuxième série à partir des penseurs modernes, en commençant par un qui m'est particulièrement cher, qui est Giambattista Vico, ce baroque napolitain typique qui date de 1768-1744. Je parlerai de Cesare Beccaria, le fondateur de
conception moderne de la peine, de Giacomo Leopardi, et puis une philosophie italienne placée sous le double patronage de Hegel et Marx, qui est la philosophie moderne, qui commencera par Antonio Labriola, et tout ce marxisme en italique qui s'ensuit, par Benedetto Croce, Giovanni Gentile, sans oublier Gramsci. Voilà, donc un vaste programme de connaissance de la pensée italienne dans toutes ses dimensions, du moins je l'espère. Alors, première approche donc ce jour, qui sera le renouveau de la pensée politique en Italie. Alors, on verra dans la séance suivante comment se sont constituées ces communes italiennes, ces cités-États qui constituent le nord de l'Italie, et comment s'est affirmée leur vitalité politique. Et on verra que tout ça est étroitement lié au dynamisme économique et aussi à la culture. On sait suffisamment comment la Renaissance européenne et l'humanisme s'enracinent dans l'Italie de Dante et de Pétrarque, dans la peinture florentine et plus largement toscane, du Quattrocento, mais aussi, dans le domaine de la pensée politique, les communes italiennes ont affirmé un rayonnement puissant. Alors la Renaissance italienne, elle intervient au confluent de plusieurs tendances. Alors premièrement, un retour en force de la pensée d'Aristote, dans sa dimension éthique et politique, dans le cadre d'une théologie renouvelée par Thomas d'Aquin. Alors c'est un aristotélisme qui est assez infidèle à la pensée d'Aristote, mais ça c'est pas notre problème. Deuxièmement, il y a une vitalité nouvelle de la vie civique dans les communes, où les arts majeurs, qu'on les appelait, c'est-à-dire les corporations riches, doivent le plus souvent faire face au tumulte populaire, en même temps que la délibération dans les assemblées joue un rôle extrêmement important. Troisième dimension, l'humanisme, ce qui inclut une politique fondée sur l'exaltation de la civilisation romaine, les leçons de ses historiens, de ses poètes, de ses philosophes, mais aussi l'apologie de la dimension universelle, telle qu'elle est exaltée par Dante en particulier. Quatrième source, un peu contingente, qui sont les conflits entre le pape, l'empereur et les communes, qui vont diviser les cités, alimenter les conflits théologiques, politiques et philosophiques, et qui vont donner une grande vigueur à la vie publique. Alors je vais commencer par le dernier point. La papauté, s'appuyant sur un faux qu'elle avait confectionné, la soi-disant donation de Constantin, soutient que c'est au chef de l'Église que l'empereur romain a transféré ses pouvoirs. Boniface VIII, d'ailleurs, signe une bulle qui théorise le primat du pape et affirme que le pouvoir spirituel instaure le pouvoir temporel, et par conséquent peut le juger et le suspendre. Le pape détient donc, selon cette thèse, la plenitudo potestatis. La potestas, c'est tout simplement le pouvoir suprême. Celui qui détient la potestas ne détient pas seulement la potentia, la puissance, c'est-à-dire la force d'agir, c'est aussi celui qui a les moyens de réduire à sa merci celui qui possède aussi une puissance. Chez les Romains, typiquement, c'est le père de famille qui détient la potestas à l'intérieur de la maisonnée, de la domus, puisqu'il a le pouvoir de juger et même le pouvoir de tuer. Affirmer la plenitudo potestatis pontificale, c'est donc faire du pouvoir du pape le pouvoir suprême, absolu, le seul véritable pouvoir souverain. Et c'est précisément cette question-là qui se trouve placée au centre de la discussion politique et théologique de cette période d'affirmation des communes italiennes. Et c'est contre cette plenitudo potestatis pontificale que s'édifiera par suite la théorie moderne de la souveraineté des États. Une affaire dont nous ne sommes peut-être pas complètement sortis. On pourrait éventuellement y revenir. Là, il ne s'agit pas de discussion polie entre des gens de bonne compagnie. Il y a certes une discussion théorique, mais aussi et surtout des luttes violentes, des guerres, des crises de régime, et ces luttes s'étendent sur plusieurs siècles. Les premiers conflits entre la papauté et l'Empire romain germanique, jusqu'à l'émergence des communes et de la haute guerre d'Italie,
qui connaissent leur point culminant avec la mise à sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527. L'empereur très catholique a mis à sac la ville sacrée avec des troupes protestantes. Mais dans ces affrontements, chaque camp va fourbir ses armes, affiner ses arguments, et donc donner force et finesse à la vie intellectuelle. Dans ce contexte, l'humanisme, mouvement culturel et moral d'abord, est aussi le creuset dans lequel renaît une philosophie politique. Voilà. Et une philosophie politique qui soit enfin distincte de la théologie. Alors c'est un mouvement complexe, puisque ces transformations se font toutes à partir d'un cadre de référence qui est donné par la théologie catholique, et que cependant ce mouvement va progressivement subvertir. Alors, pour commencer, donc, nous allons aborder, à tout seigneur, tout honneur, Thomas d'Aquin. Comment on est passé de la cité de Dieu à la souveraineté humaine. Alors la philosophie chrétienne avait trouvé sa première expression cohérente dans l'augustinisme. Augustin d'Hippone, Saint Augustin, disait catholique, expose les grands principes de la conception politique et historique du christianisme dans un gros livre qui s'appelle La Cité de Dieu, qui était d'ailleurs un livre de combat écrit en vue de défendre la place du christianisme dans un empire en train de se désagréger. Il écrit ça à la suite de la mise à sac de Rome par les Vandales d'Alaric en 410. Alors, il s'agit pour Augustin de réfuter les discours païens qui accusent les chrétiens d'être responsables des malheurs de l'Empire, et notamment les invasions barbares, 410 Alaric. Augustin retourne l'argument des chrétiens qui soutiennent que c'est le christianisme au fond qui a rendu les Romains faibles. Tendez-vous de rejouer aux barbares. Il retourne l'argument, il dit que les dieux païens sont impuissants à protéger les hommes et que seule la foi chrétienne le peut en élevant leur âme à la hauteur du paradis après la paix que donne la vie éternelle, après la paix de la vie terrestre. Alors la foi, elle doit assurer la félicité terrestre en quelque sorte, mais par un effet secondaire, car ce n'est pas là son but premier. L'homme reste fondamentalement un pécheur dont le pénible passage sur terre n'est que la juste punition de son orgueil. Mais comme Dieu a tout ordonné sur terre, cette vie terrestre ne peut pas être entièrement négative. La société des hommes est donc une manifestation de la volonté divine, nous dit quand même Augustin. Et ce même Augustin dit que nous sommes beaucoup plus d'accord avec les philosophes quand ils veulent que la vie du sage soit une vie de société. Mais en même temps, parce que l'homme est pécheur, cette vie sociale est le plus souvent misérable. Augustin soutient même qu'une société d'amis ne peut résister et rencontre donc le malheur terrestre. Il réfute le républicanisme de Cicéron, en disant qu'il n'y a jamais eu de république parmi les Romains. Et sur ce point, comme on le verra, l'opposition de Machiavel à l'augustinisme est frontale. Et enfin, Augustin soutient que la première cause de toute servitude est le péché. L'esclave sert un maître, qui est lui-même l'esclave de ses passions. Par conséquent, et je vais citer ici un passage très typique de la pensée d'Augustin, il vaut mieux être l'esclave d'un homme que d'une passion. Car est-il une passion, par exemple, qui exerce une domination plus cruelle sur le cœur des hommes que la passion de dominer? Aussi bien dans cet ordre de choses, qui soumet les hommes à quelques hommes à d'autres, l'humilité est aussi avantageuse à l'esclave que l'orgueil est funeste au maître. L'esclavage est donc une peine, elle est imposée, mais dans l'ordre naturel où Dieu a créé l'homme, nul n'est esclave de l'homme ni du péché. L'esclavage est donc une peine qui a été imposée par cette loi qui commande de conserver la note naturelle et qui défend de le troubler, puisque si on n'avait rien fait contre cette loi, l'esclavage n'aurait rien à punir. C'est pourquoi l'apôtre c'est Paul, avertit les esclaves d'être soumis à leur maître et de les servir de bon cœur et de bonne volonté, afin qu'ils ne peuvent être affranchis que de leur servitude. Ils sachent y trouver la liberté, en ne servant point par crainte, mais par amour, jusqu'à ce que l'iniquité passe et que toute domination humaine soit anéantie, au jour où Dieu sera tout en tous. Voilà. C'est absolument remarquable, ce texte de la pensée augustinienne et de ce qui va former le fond de sauce de la théologie catholique, tout de même.
Alors la condition servile de la majorité des humains ne dérive pas par conséquent du caractère défectueux des institutions sociales et politiques, mais du péché. Et même d'un péché dont les hommes ne sont pas responsables, puisque c'est le péché d'Adam, qui a transmis à tous ses descendants, par l'intermédiaire de son sperme, son caractère pécheur. La liberté civile est donc, pour Augustin, quelque chose de tout à fait secondaire, et l'esclavage a une justification théologique. La seule chose que l'on puisse attendre de l'autorité politique est la paix terrestre. La religion chrétienne invite donc les croyants à subir le pouvoir politique sans se rébeller. Alors, on verra un autre jour que Machiavel voit là l'origine d'une mentalité chrétienne passive, radicalement opposée à la vertu civique. Dans la conception augustinienne, la vie politique occupe donc une place subalterne, puisque l'État comme tel n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Même celui qui commande ne peut prétendre être libre. Pour Augustin, le bon chef de famille, comme le bon chef de n'importe quelle communauté humaine, est en réalité au service de ceux qui semblent être commandés. Les offices publics sont au service de toute la communauté, c'est une idée d'ailleurs qui reviendra en force lorsque les princes protestants distingueront le roi légitime, lié par ce service du tyran. Alors, les idées augustiniennes dominent la pensée politique médiévale, et elles sont largement utilisées et manipulées dans toutes les controverses entre l'Église et les empereurs, ou les prétendants à la succession de l'Empire romain. En tordant singulièrement les textes, les papes assimilent l'Église à la cité de Dieu et le pouvoir politique à la cité terrestre. Et par conséquent, comme le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir terrestre, le pape seul fait et peut défaire les empereurs. Mais inversement, l'empereur, en tant que moyen de la providence divine, peut se dire aussi représentant de Dieu. Avec la montée des monarchies absolues, eh bien les rois ne se priveront pas d'employer ce genre de justification à leur usage propre. Le pape Gélas Ier, 492-496, avait cru trouver la bonne formule en affirmant que deux pouvoirs, auguste empereur, règnent sur le monde, le pouvoir sacré des évêques et le pouvoir des rois. Le pouvoir des évêques l'emporte d'autant plus sur celui des rois que les évêques auront à répondre au tribunal de Dieu, de tous les hommes, fussent-ils rois. Alors bien que ces textes aient fait figure de charte fondamentale des rapports entre le pouvoir politique temporel et le pouvoir spirituel, il contient évidemment toutes les querelles et les guerres à venir. Personne ne peut dire en effet où se trouve précisément la ligne de démarcation entre le sacerdotium et l'imperium, entre le sacerdoce et le commandement, l'empire. La montée progressive du pouvoir des rois et la formation des nations européennes d'un côté, le renouveau de la vie urbaine de l'autre, et le développement du commerce vont changer fondamentalement la situation de l'Église. Le pouvoir du pape à son apogée au XIIIe siècle est battu en brèche, et il ne s'agit plus, comme Augustin, de définir une politique permettant de protéger la communauté des chrétiens dans une situation de délabrement des pouvoirs civils, mais bien de penser une philosophie adaptée au monde nouveau qui commence à émerger. Et c'est à Thomas d'Aquin qu'on devra cette philosophie. Alors l'Italie, c'est la patrie de Thomas d'Aquin. Il est né 1225-1226 à Roccassera, dans le Latium, et il est mort en 1274 à l'abbaye de Fossanova, près de Pivertino, toujours dans le Latium. Alors c'est un religieux de l'ordre des Dominicains, un ordre mendiant au départ. À cette époque, le Latium fait partie du royaume de Sicile. La famille de Thomas, qui est d'origine lombarde, est une famille noble et puissante, et Thomas va commencer ses études à l'abbaye de Monte Cassino, jusqu'à ce que les moines en soient expulsés par Frédéric II de Hohenstaufen, qui est à ce moment-là en lutte contre le pape Grégoire IX. Sur Frédéric II, d'ailleurs, on peut renvoyer évidemment au grand livre d'Ernst Kantorowicz. Bref, du coup, Thomas poursuit ses études à Naples, où il suit le trivium et le quadrivium, les deux grands cycles des études de l'époque. En 1243, il entre dans l'ordre des dominicains, puis suit des cours à l'université de Paris, notamment sous la direction d'Albert le Grand, l'un des grands commentateurs d'Aristote.
Il suivra ensuite Albert le Grand à Cologne, puis il reviendra à Paris, suivra des cours au collège des Jacobins, où il rédige ses premiers écrits. À son retour en Italie en 1259, il va enseigner à Orvieto, puis à Rome, tout en écrivant ses ouvrages majeurs. Il retournera à Paris d'ailleurs entre 1268 et 1272 pour essayer de mettre de l'ordre dans l'université, avant d'être rappelé et envoyé pour organiser les études des dominicains à Naples. Et il va mourir en chemin vers le concile de Lyon en 1274. Sa dépouille, d'ailleurs, sera transférée au couvent des Jacobins de Toulouse en 1369. Alors, Thomas d'Aquin nous laisse une œuvre considérable, en volume en tout cas, dans laquelle va puiser l'université jusqu'au XVIIe siècle. Et il est considéré comme l'expression parfaite de la doctrine de l'Église catholique. Et par rapport au thomisme, le protestantisme va se présenter comme une réaction contre le thomisme et un retour à l'augustinisme strict. C'est en effet Thomas qui, en adaptant l'aristotélisme au christianisme, donne à l'Église une pensée politique cohérente. Donc, à la différence de la conception traditionnelle issue d'Augustin, Thomas d'Aquin ne dévalorise ni la nature ni l'homme. En distinguant la loi éternelle, la loi naturelle et la loi humaine, il institue des champs spécifiques et relativement autonomes qui peuvent se coordonner dès que la raison guide les hommes. La loi humaine est promulguée par une multitude d'hommes qui, dans leur grande majorité, ne sont pas parfaits. Il s'ensuit que la loi humaine ne peut pas prohiber tous les vices, mais seulement les plus graves. Ainsi, Thomas d'Aquin établit une séparation entre le droit, qui est essentiellement un système d'interdiction et de peine, et ce que la foi chrétienne commande. La loi humaine ne prescrit que les actions qui concourent au bien commun, une notion fondamentale dans le thomisme, et cette notion de bien commun, elle peut se définir par le fait que si c'est la raison qui prescrit les lois faites en vue du bien commun, les lois sont donc perfectibles et susceptibles de changer. Si la loi peut changer, on ouvre alors un champ propre aux politiques. Et un politique qui soit distinct du religieux, parce qu'évidemment les lois de Dieu, elles ne changent pas. Et ça permet du coup d'envisager un progrès historique. Et par conséquent, la communauté politique se trouve maintenant avec une place bien différente de celle que lui attribue Augustin. Alors, encore une fois, Augustin ne niait pas que les hommes vivent en société naturellement. L'homme est un animal social. Les saints vivent en société, dit-il. Mais où Thomas d'Aquin se sépare d'Augustin, c'est sur le fait que cet animal est aussi un animal politique et pas seulement un animal social. Cette confusion d'ailleurs est tout à fait importante. Pour Augustin, les hommes qui ne seraient pas entachés du péché originel vivraient dans une communauté naturelle sans État, pour les tenir en laisse. Et par conséquent, l'existence du pouvoir politique n'est qu'une conséquence du péché. Au fond, Augustin fournit une des branches possibles de l'anarchisme. Pour Thomas d'Aquin, au contraire, la vie politique est un fait de nature. Et où Thomas d'Aquin apporte sa touche propre par rapport à la philosophie antique, c'est quand il va s'agir de déterminer quel genre de pouvoir politique est adapté à cette communauté politique de nature. Et là où le docteur ne suit plus du tout Aristote, mais plutôt Salomon, il affirme que cette communauté humaine a besoin d'une autorité supérieure poursuivant le bien commun. Donc la communauté où vivent de nombreux individus doit avoir une seule fin. Et il est manifeste que ce qui par soi est un peut mieux réaliser l'unité que ce qui est multiple. Thomas d'Aquin admet donc qu'un gouvernement républicain pourrait être juste, mais le gouvernement d'un seul homme est le mieux à même de garantir l'unité. D'où la contradiction fondamentale du thomisme. L'homme est un animal politique, mais il ne doit pas se mêler de politique. Et il doit se rendre à l'autorité du roi, incarnation du principe divin de l'unité. Alors si cette autorité est une exigence de la nature, mais que comme en vertu de la foi chrétienne, toutes les exigences de nature viennent de Dieu, de la nature politique de l'homme découle que l'autorité procède de Dieu.
tout pouvoir vient de Dieu par le peuple. Alors, nous dit Thomas, formule ambiguë qui permet à la fois de justifier la monarchie, mais aussi d'en poser les limites. Le prince, s'il dispose entièrement de la force de la loi, reste néanmoins soumis à la loi. C'est ce qui distingue la monarchie de la tyrannie. Mais face à la tyrannie, le peuple ne peut que s'en remettre à la volonté du roi des rois, c'est-à-dire à Dieu. Et au fond, la seule autorité habilitée à déposer un monarque, devenu tyran, c'est le pape. On retombe sur ses pieds quand même. Voilà. Alors, il faut insister sur un point qui va avoir son importance. La légitimation de la monarchie n'est pas la légitimation de la souveraineté des monarques. Le monarque doit gouverner pour le bien commun, ce qui n'est possible que s'il est soumis à la loi divine. Par conséquent, le pouvoir temporel reste toujours subordonné au pouvoir spirituel. Le royaume, la royauté est soumise à un sacerdoce qui regarde la fin ultime, et seul le pape détient la totalité des pouvoirs temporels comme spirituels. Alors, nous avons là une conception hiérarchisée du politique, conception dans laquelle, soit dit en passant, se fondent de fameux principes de subsidiarité, énoncés par Léon XIII, donc un pouvoir politique légitime, et cette conception légitime également la mise à mort des hérétiques, puisque c'est l'Église qui décide qui est hérétique, et le pouvoir temporel qui exécute les sentences, aussi bien que les guerres justes. Bon, ainsi donc le rationalisme avéroïste, le naturalisme aristotélicien, qui sont les grandes sources de Thomas d'Aquin, se trouvent mis au service du pouvoir souverain de l'Église. L'autonomie relative de la raison et de la politique est réinsérée dans un cadre qui la nie radicalement. Alors c'est une contradiction dont on verra quelques effets. Les pouvoirs monarchiques sont soumis à un cadre déterminé, recherche du bien commun, mais sans que le peuple soit admis à s'insurger contre un pouvoir tyrannique. En outre, le thomisme va fournir des arguments aux guelfes, c'est-à-dire aux partisans du pape, dans leur lutte contre les partisans de l'empereur, les gibelins. Alors, cette contradiction qui reste chez Thomas et qui reste entièrement dans le cadre précédent, bien que Thomas soit permis quelques écarts, cette contradiction va progressivement se dénouer. On va chercher progressivement à séparer l'ordre politique de l'ordre religieux, jusqu'au point, chez Machiavel, de ne plus trouver autre chose qu'un ordre politique temporel, le pouvoir de l'Église étant traité comme un pouvoir temporel comme les autres. Alors, deuxième personnage important dans ce renouveau de la pensée politique, eh bien, c'est Dante Alighieri. Alors Dante, on le connaît surtout comme l'auteur de cette œuvre fondatrice non seulement de la littérature italienne, mais aussi de la culture humaniste, qui est la Commedia, la Divine Comédie. Il est aussi un penseur politique important. C'est-à-dire la Commedia est un récit de l'histoire politique de l'Italie à bien des égards. Alors il est né en 1265 à Florence. Il est issu d'une famille guelfe. Alors les guelfes sont les partisans de la papauté. Et dans toutes les cités italiennes, les guelfes s'opposent aux gibelins qui sont les partisans de l'empereur. Je reviendrai sur l'origine de tous ces termes plus tard. L'origine de ces dénominations donc, est à rechercher en Allemagne. Les partisans de la monarchie bavaroise, les Welfs, s'opposaient aux partisans de la dynastie impériale des Hohenstaufen, dont le château est celui de Weiblingen, qui donnera Gibelin. Alors plus exactement, le père de Dante est un guelfe blanc. Alors, les guelfes blancs sont les guelfes proches du peuple. Il s'oppose aux guelfes noirs qui, eux, sont directement liés au pape. Alors, il aura une vie politique active, participant à des opérations militaires contre les cités gibelines, comme Arezzo, Bologne, Pisa. En 1300, il se retrouve prieur, c'est-à-dire l'un des magistrats les plus importants de Florence. Et il s'engage fermement contre les ingérences du pape,
Donc voilà, un partisan du pape, Guelph, mais qui est si blanc qu'il va s'opposer au pape. Mais en 1302, sur l'appel du pape, eh bien, Charles de Valois, un Français, s'empare de Florence avec l'aide des Guelfes noirs. C'est un phénomène classique aussi de la cité italienne. La répression va se déclencher contre les Guelfes blancs. Dante est mis en accusation. Il est menacé d'être condamné à mort. Il doit s'exiler. Alors on lira une trace de tout ça dans la Commedia. Le chant 26 de l'Inferno, de l'enfer, commence par une invective contre Florence. Jouis Florence, puisque tu es si grande, que sur terre et sur mer tu bats des ailes, que ton nom se répand par l'enfer. Chez les voleurs j'ai rencontré bien 5 de tes notables, dont j'ai honte, et toi tu n'y gagnes pas grand honneur. Alors à ce moment-là, on est dans la 8e bolge de l'enfer, au 8e cercle, encore un cercle à descendre, et cette 8e bolge, c'est celle où on trouve les conseillers perfides vêtus de feu. Voilà comment Dante voyait ses compatriotes en politique. Alors Dante, d'ailleurs, ne remettra jamais les pieds à Florence, et son décret de bannissement de Florence va être abrogé seulement en 2008. Alors il a d'abord erré de ville en ville, et puis il va finalement trouver asile à Ravenne, où on peut encore voir son tombeau qui est édifié en 1780. Alors le point de départ de Dante, c'est d'une part la culture thomiste, dont on vient de parler, d'autre part la coexistence de ces deux pouvoirs concurrents qui devraient coopérer. Celui de l'empereur, celui du pape. Alors, Dante pourrait presque apparaître dans un premier temps comme un gibelin, c'est-à-dire un défenseur du pouvoir de l'empereur. D'un empereur qui disposerait de la potestas, alors que le pouvoir du pape serait strictement un pouvoir spirituel. Et ce pouvoir spirituel, c'est celui que donne l'autoritas, l'autorité. C'est ainsi que Dante expose les choses dans un écrit de 1310 qui est intitulé De Monarchia, de la monarchie. C'est d'ailleurs un livre subversif à l'époque, puisque le cardinal Bertrando del Poggetto l'a fait brûler en place publique à Bologne en 1329. Alors, face à la proximité étouffante du pouvoir papal, eh bien, l'Empire apparaît à Dante comme un contrepoids et un garant de la liberté de la ville, comme un moyen de préserver l'autonomie de Florence face aux entreprises pontificales. Et la défense de l'Empire forme la thèse principale du De Monarchia, mais elle s'inscrit dans une visée civique. Alors, le De Monarchia se déploie en 3 temps. Premièrement, la réalisation complète de l'humanité, finalité de la providence divine, n'est possible que dans le cadre d'une monarchie universelle. Deuxièmement, l'Empire romain a été la réalisation terrestre de cette idée de monarchie universelle. L'Empire romain qui avait une destinée manifeste, pour prendre des termes qui ont été réemployés récemment. Troisièmement, le pouvoir du souverain pontife et le pouvoir de l'empereur sont de 2 ordres différents. L'empereur ne détient pas sa potestas du pape, il la détient directement de Dieu. On a court-circuité les intermédiaires. Pour Dante, l'humanité forme donc une société universelle du genre humain, une expression d'inspiration stoïcienne qu'on retrouve régulièrement sous la plume de Cicéron. Et à la différence de l'aristotélisme qui fait de la polis, la cité, le cadre naturel dans lequel s'exprime l'essence humaine, pour Dante, ce cadre, c'est l'espèce humaine tout entière. Et dit-il, la fin la meilleure est celle pour laquelle le Dieu éternel, par son art qui est la nature, fait naître à l'existence le genre humain tout entier. Alors la perfection de l'homme, donc, ne peut pas s'actualiser dans l'individu, mais seulement dans la paix universelle. Alors, Dante s'appuie sur la tradition ici proprement romaine. Son grand inspirateur, c'est Virgile, celui qui le guide dans ses premiers pas dans l'enfer. La tradition romaine est celle du droit humain, et donc d'une certaine idée de la justice. Et puisque le monde est ordonné au mieux quand la justice y règne sans partage, pour établir cette justice, il faut à l'autorité incontestée, et que plus le juste est puissant, plus sa justice s'étendra par ses opérations.
Alors, cette organisation politique, elle est, selon Dante, la seule qui puisse garantir la vie bonne pour les citoyens. Parce que si le monarque universel existe, par définition, il n'a pas d'ennemis. Or, si les hommes sont heureux, ils sont libres, par la même occasion, puisque le genre humain connaît la condition la meilleure quand il est le plus libre. Donc, liberté, paix, voilà ce que garantit la monarchie universelle. Il s'agit en effet de concevoir le monarque non pas comme un maître, mais comme le ministre de tous. Sous cet angle, la monarchie universelle est donc une sorte de république universelle. Cette défense de la monarchie, au premier abord, paraît d'inspiration thomiste, mais en même temps, elle mine les bases politiques du thomisme, c'est-à-dire la subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. La défense conceptuelle de la monarchie universelle s'appuie sur une véritable philosophie de l'histoire, qui voit dans l'Empire romain le modèle de l'organisation politique du genre humain. Voilà, les victoires militaires romaines sont interprétées comme une manifestation de la volonté divine. Donc la victoire de la force est ici le signe que l'Empire romain est un empire de droit. Alors un des arguments théologiques les plus décisifs est celui de la naissance du Christ. Le Christ est venu pour sauver l'humanité, mais il est venu où? Dans le territoire de l'Empire romain. Et sa naissance coïncide avec le recensement universel des sujets de Rome, puisque, comme vous le savez, Marie et Joseph se sont rendus à Nazareth pour être recensés, voir Luc 2, 1 à 5. Il s'agit du recensement du genre humain, en réalité. Et cette coïncidence pour Dante n'est nullement fortuite, mais au contraire, elle exprime clairement que l'humanité ne peut être sauvée que dans l'Empire universel. C'est d'ailleurs pour cette raison que le peuple romain, en soumettant la terre entière, visa le bien public. Alors la dernière partie du démonarcat est beaucoup plus polémique, puisqu'elle prend parti directement dans le conflit entre le pape et l'empereur germanique, en soutenant la cause de l'empereur, c'est-à-dire l'indépendance du pouvoir politique à l'égard de l'Église, même si bien évidemment la religion chrétienne doit inspirer l'empereur. Le fait que le pape soit le successeur de Pierre, nous dit Dante, n'en fait pas le tuteur du pouvoir politique. Et quand Dante va réfuter un à un, comme autant de sophismes, tous les raisonnements spécieux employés par la papauté pour justifier sa primauté. Si le fondement de l'Église est la parole divine, le fondement de l'Empire est le droit humain, dit Dante. L'Église donc n'est nullement habilitée à recevoir des biens temporels. Il va falloir qu'elle devienne pauvre. Et Dante refuse comme une usurpation la soi-disant donation de Constantin. Alors, toute cette réfutation, c'est une argumentation à la fois logique et théologique, et c'est sur cette seule base qu'il montre que cette donation est impossible, ne serait-ce que parce que l'empereur est le gardien et le ministre de l'Empire, et nullement son propriétaire, qui en pourrait disposer comme d'un bien lui appartenant. En passant, on pourrait remarquer donc que cette histoire de donation de l'Empire, ça ne pouvait naître que dans l'esprit des barbares, c'est-à-dire dans l'esprit des Germains ou des Francs qui, eux, considéraient que le roi était le propriétaire de son royaume. Ce qui n'a jamais été le cas de l'empereur. Alors, de la séparation du pouvoir politique, du droit humain et du pouvoir spirituel, la révolution religieuse, à la séparation de la philosophie et de la théologie, il y a un petit pas, un tout petit pas qui sera bientôt franchi. C'est bien chez Dante qu'on trouve les premières manifestations de ce qu'on va appeler l'humanisme civique. Cet humanisme civique qui va être la marque propre de la pensée politique italienne à la fin du Moyen-Âge. Alors, on reviendra la prochaine fois sur les développements politiques et les développements de la pensée politique des cités italiennes.